Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les résumés des livres et des romans les plus utiles et les plus intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute! Vous avez de l'argent qui dort sur un livret A ou sur un compte courant? Et si je vous disais que cet argent perd de la valeur chaque jour à cause de l'inflation? Pas de panique! Aujourd'hui, je vous résume « Investissez votre épargne », le livre qui vous apprend à prendre en main vos finances et à investir intelligemment, même si vous êtes débutant. Restez bien jusqu'au bout. Je vais partager une méthode en 6 étapes qui peut littéralement changer votre rapport à l'argent. Le livre « Investissez votre épargne » a été écrit par Nicolas Decaudin, Ludovic Chaput et Justin Rousier, fondateurs du site Avenue des investisseurs. Ils l'ont conçu pour rendre l'investissement accessible à tous, même aux débutants. Leur objectif est de démystifier la finance grâce à une pédagogie simple, progressive et concrète. L'ouvrage propose une méthode en 6 étapes pour apprendre à gérer, épargner et investir efficacement son argent. Introduction. L'introduction du livre commence par un constat simple mais dérangeant. La majorité des Français épargnent, mais très peu savent réellement investir. L'argent dort sur des comptes ou des livrets faiblement rémunérés, pendant que l'inflation grignote silencieusement leur pouvoir d'achat. Les auteurs posent ainsi la question qui pique. À quoi sert de travailler dur pour mettre de côté si cet argent se dévalorise chaque année? Les auteurs insistent ensuite sur une réalité que beaucoup préfèrent ignorer. Ne pas investir, c'est déjà prendre un risque. Le risque de voir son capital fondre avec le temps. Investir n'est donc pas réservé à une élite de banquiers ou de traders, mais c'est une compétence essentielle que chacun devrait maîtriser pour sécuriser son avenir financier. Ils présentent leur objectif, démystifier la finance et montrer qu'investir peut être simple, logique et même accessible à n'importe qui. Pas besoin d'être un expert, il suffit d'acquérir quelques principes solides, d'éviter les pièges courants et de s'appuyer sur une méthode éprouvée. L'introduction installe une atmosphère rassurante. Ce livre n'est pas un manuel théorique compliqué, mais un guide concret et pédagogique. Enfin, l'introduction place l'investissement comme une clé de liberté. Investir, ce n'est pas seulement chercher à s'enrichir, mais c'est avant tout se donner les moyens de réaliser ses projets de vie. Acheter un logement, préparer sereinement sa retraite ou encore se créer une sécurité financière qui libère des contraintes du quotidien. L'investissement est présenté comme un levier de confiance et d'indépendance et non comme une activité spéculative. Chapitre 1. Mettre de l'ordre dans ses finances avant d'investir. Le premier chapitre pose une base essentielle. Avant de penser à investir, il faut assainir sa situation financière. Les auteurs insistent sur une évidence souvent négligée. Impossible de construire un patrimoine solide si l'on traîne derrière soi des dettes toxiques ou si l'on vit au-dessus de ses moyens. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ici, la difficulté n'est pas l'investissement, mais le courage de faire un vrai diagnostic de ses finances personnelles. L'importance de connaître ses flux financiers. Le chapitre commence par une réflexion simple. Peu de gens savent réellement combien ils dépensent chaque mois et où va leur argent. Pour investir, la première étape est de dresser un bilan clair de ses entrées et sorties. Par exemple, un salarié gagne 2 000 € net par mois. Après avoir payé le loyer, les factures, les courses, les loisirs et les petits imprévus, il se rend compte qu'il ne reste que 150 € en fin de mois. Pourtant, en regardant de près, il réalise qu'il dépense 250 € par mois en abonnements inutilisés et en achats impulsifs. Ce type d'analyse révèle souvent des marges de manœuvre que l'on ne soupçonnait pas. Comme le disait Peter Drucker, grand penseur du management, on ne peut pas améliorer ce que l'on ne mesure pas. La question des dettes.
Le chapitre insiste aussi sur les dettes, qui peuvent être de deux natures. Les dettes toxiques, comme un crédit à la consommation ou une carte de crédit revolving avec des taux d'intérêt exorbitants. Les dettes utiles, comme un crédit immobilier qui finance un actif durable et valorisable. Les auteurs expliquent qu'avant de penser à investir en bourse ou ailleurs, il faut absolument se débarrasser des dettes toxiques. Par exemple, un emprunt de 5 000 € à 15% coûte bien plus cher que n'importe quel rendement espéré sur un portefeuille d'ETF. Dans ce cas, rembourser sa dette est le meilleur investissement possible, la discipline budgétaire. Une fois les dettes assainies, il faut instaurer une discipline budgétaire. Les auteurs recommandent de créer une routine, par exemple en suivant la règle des 3 comptes. Un compte pour les dépenses fixes, un compte pour les dépenses plaisir, un compte pour l'épargne. Cette organisation simple évite de mélanger les objectifs et rend visible l'argent disponible pour investir. C'est une manière d'appliquer la sagesse d'Aristote. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. La base avant l'investissement. Le chapitre conclut en soulignant que l'épargne n'est pas un luxe, mais un fondement de la liberté financière. Même de petites sommes mises de côté régulièrement créent une habitude et une discipline qui serviront ensuite à investir sereinement. Par exemple, une personne qui met de côté 100 € par mois pendant 1 an dispose déjà d'un petit matelas de 1 200 €. Ce n'est pas une fortune, mais c'est une sécurité qui permet d'investir sans peur et d'éviter de se retrouver à découvert au moindre imprévu. Comme le disait Benjamin Franklin, « Une petite fuite peut faire couler un grand navire ». Ce chapitre apprend donc à colmater les fuites de son budget avant de hisser les voiles vers l'investissement. Chapitre 2. Le deuxième chapitre aborde une étape cruciale, se constituer une épargne de sécurité avant même de se lancer dans des placements financiers. Les auteurs rappellent qu'investir sans filet, c'est comme marcher sur une corde raide sans harnais. Une dépense imprévue, un accident ou une perte d'emploi peut alors déstabiliser totalement l'équilibre financier et contraindre à vendre ses investissements au pire moment. Cette épargne de précaution est présentée comme une sorte de coussin amortisseur. Elle ne sert pas à gagner de l'argent, mais à protéger son quotidien contre les aléas. L'exemple donné est simple, une panne de voiture de 800 € ou une chaudière à remplacer en urgence. Sans épargne de sécurité, il faut recourir au crédit à la consommation, ce qui entraîne une spirale coûteuse. Avec une réserve disponible immédiatement, la dépense est absorbée sans stress et sans dette. Les auteurs insistent sur le fait que cette épargne doit être placée sur des supports accessibles et sans risque, comme un livret A ou un LDDS. Elle n'a pas vocation à rapporter un rendement élevé, mais à rester disponible à tout moment. Comme le disait l'économiste John Maynard Keynes, « Le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable. » Ici, l'idée est claire. L'argent qui doit sauver en cas d'urgence n'a pas sa place en bourse. Le montant conseillé pour ce matelas de sécurité varie selon les situations. Pour un salarié en CDI dans un secteur stable, 3 mois de dépenses peuvent suffire. Pour un indépendant ou un ménage avec des revenus irréguliers, il est plus prudent de viser 6 mois ou plus. L'important est d'adapter cette réserve à son style de vie et à ses obligations. Comme l'écrit Sénèque, « Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais celui qui désire toujours plus, qui est pauvre. » Mieux vaut donc se concentrer sur la tranquillité que procure une épargne simple que sur la course à l'accumulation. Un exemple illustre bien ce principe. Julie, jeune cadre dynamique, commence à investir directement dans des actions. Après 2 ans, elle a constitué un petit portefeuille valorisé à 5 000 €. Mais quand son ordinateur portable tombe en panne et que sa voiture nécessite une réparation coûteuse, elle est obligée de vendre ses actions en urgence, au moment où les marchés sont en baisse. Résultat, elle perd de l'argent et se décourage.
Si elle avait eu une épargne de sécurité, elle aurait pu laisser son portefeuille intact et continuer à bénéficier des intérêts composés. Les auteurs soulignent également l'aspect psychologique de cette réserve. Savoir que l'on a de quoi faire face aux imprévus libère l'esprit et évite de paniquer à la moindre dépense. C'est une barrière mentale qui protège des décisions irrationnelles. Comme le disait Warren Buffett, le risque vient de ne pas savoir ce que l'on fait. En disposant d'une réserve, on réduit considérablement ce risque et on peut investir le reste avec sérénité. Cette étape est donc moins séduisante que de choisir des actions ou des ETF, mais elle constitue la véritable base d'une stratégie patrimoniale saine. Elle oblige à adopter une discipline régulière, mettre de côté une petite somme chaque mois jusqu'à atteindre son objectif d'épargne de sécurité. Ce processus, parfois frustrant au début, devient rapidement un réflexe, et c'est ce réflexe qui fera toute la différence lorsque les imprévus surgiront. Les auteurs concluent ce chapitre par une idée forte. Investir, ce n'est pas chercher le rendement maximum à tout prix, mais d'abord protéger son avenir et celui de ses proches. L'épargne de sécurité est le premier investissement, non pas dans des actions ou de l'immobilier, mais dans la tranquillité d'esprit. C'est elle qui permet ensuite de se lancer dans des placements plus ambitieux, sans craindre de tout perdre à la première difficulté. Chapitre 3. Le troisième chapitre entre dans le vif du sujet. Définir ses objectifs financiers avant d'investir. Les auteurs rappellent qu'un investissement sans objectif clair, c'est comme prendre la route sans destination. On roule, mais on ne sait ni où l'on va, ni quand on arrivera. Beaucoup de gens se lancent dans la bourse ou l'immobilier simplement parce qu'ils entendent dire que ça rapporte, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent accomplir concrètement. Le premier pas consiste à distinguer les horizons de temps. L'argent que l'on prévoit d'utiliser dans 1 ou 2 ans pour acheter une voiture n'a pas la même vocation que celui que l'on destine à préparer sa retraite dans 30 ans. Investir sans prendre en compte cet horizon mène presque toujours à des frustrations ou à des erreurs. Comme l'a écrit Antoine de Saint-Exupéry, « Un objectif sans plan n'est qu'un souhait ». Définir un horizon, c'est transformer un souhait en projet. Un exemple illustre bien cette idée. Thomas veut à la fois acheter un appartement dans 3 ans et se constituer un capital pour sa retraite. S'il met toute son épargne dans des actions volatiles, il risque de devoir vendre à perte au moment de son achat immobilier. À l'inverse, s'il laisse tout sur son livret A, il perdra des années de croissance pour sa retraite. La solution est de séparer ses objectifs. Une partie sécurisée pour son achat, une autre investie à long terme pour profiter du temps et des intérêts composés. Les auteurs insistent aussi sur l'importance de l'ordre des priorités. Beaucoup aimeraient tout financer en même temps, mais l'argent n'est pas illimité. Il faut donc décider de ce qui est le plus important aujourd'hui. Pour certains, ce sera la liberté d'acheter leur logement. Pour d'autres, la tranquillité d'esprit d'assurer l'avenir de leurs enfants. Pour d'autres encore, le rêve de s'offrir une retraite anticipée. Comme l'a dit Confucius, quand il est évident que les objectifs ne peuvent être atteints, ne les ajustez pas, ajustez vos actions. Cette réflexion conduit à un exercice de projection personnelle. Les auteurs encouragent le lecteur à écrire ses objectifs noir sur blanc avec un montant et une échéance. Dire « je veux être riche » ne mène à rien. Dire « je veux accumuler 100 000 € dans 10 ans pour acheter un bien locatif » donne une direction claire. Ce simple acte d'écrire matérialise l'engagement et permet de construire une stratégie adaptée. Les exemples pratiques abondent. Une famille peut viser de mettre de côté 30 000 € en 5 ans pour l'apport de leur maison. Un étudiant qui démarre dans la vie active peut vouloir constituer 5 000 € de capital de sécurité sur 2 ans. Un quadragénaire peut se concentrer sur un portefeuille diversifié pour assurer sa retraite à 65 ans. Chaque situation est unique, mais la logique reste la même, savoir pourquoi l'on épargne et investir en conséquence. Les auteurs rappellent que les objectifs ne sont pas figés, la vie évolue, les projets changent et il faut accepter de réajuster sa stratégie. L'essentiel est d'avoir une direction, même si le chemin s'adapte en cours de route.
C'est exactement comme naviguer en mer. Le cap est fixé, mais il faut parfois corriger la trajectoire selon le vent. Comme le disait Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Ce chapitre met donc en lumière une vérité simple mais souvent négligée. L'investissement ne commence pas par choisir un placement, mais par comprendre ce que l'on veut accomplir. Définir des objectifs précis, réalistes et motivants est l'acte fondateur qui transforme l'épargne en un outil de vie et non en une simple accumulation d'argent. Chapitre 4. Le 4e chapitre marque une étape décisive, choisir les supports d'investissement adaptés à ses objectifs et à son profil. Les auteurs commencent par rappeler que chaque placement a ses avantages et ses risques, et que l'erreur la plus fréquente est de se précipiter sur le placement à la mode sans comprendre ses mécanismes. Investir n'est pas une question de chance, mais de choix éclairés et cohérents avec son horizon temporel et son niveau de tolérance au risque. Ils expliquent que l'on ne peut pas investir tout son argent de la même façon. L'épargne de court terme, destinée à un projet immédiat comme un achat immobilier ou une voiture, doit rester sécurisée, tandis que l'argent destiné au long terme peut être exposé à davantage de volatilité pour générer un rendement supérieur. Un exemple concret illustre ce point. Sophie, 28 ans, souhaite acheter un appartement dans 2 ans, mais veut aussi commencer à préparer sa retraite. Elle place son apport immobilier sur un livret sécurisé et met une partie de son reste sur un PEA à long terme. Cette stratégie lui permet de protéger son capital tout en profitant des marchés financiers pour ses projets futurs. Le chapitre aborde ensuite les placements financiers les plus accessibles. Les auteurs détaillent les avantages des ETF ou fonds indiciels qui permettent de suivre la performance d'un marché avec des frais réduits. Ils comparent cela à posséder un morceau de tout le marché, au lieu d'essayer de deviner quelles actions vont performer. Ils rappellent également les avantages de l'assurance vie, en particulier pour sa flexibilité et sa fiscalité avantageuse à long terme. L'immobilier est également abordé, non pas comme un simple achat de logement, mais comme un outil d'investissement. Les auteurs expliquent que l'immobilier locatif peut générer un revenu passif et profiter de l'effet de levier du crédit. Ils illustrent avec l'exemple de Marc qui investit dans un petit appartement avec un apport modeste et un prêt bancaire. Les loyers couvrent en grande partie les mensualités et, à long terme, la valeur de son bien augmente, créant un patrimoine tangible. Les auteurs insistent sur la diversification comme principe fondamental. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier réduit le risque global et permet de lisser les fluctuations du marché. Même si certains placements rapportent moins que d'autres, l'objectif est d'équilibrer sécurité et rendement. Warren Buffett est cité. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, sauf si vous pouvez contrôler le panier. Cette citation résume parfaitement la philosophie du chapitre. Enfin, le chapitre met l'accent sur la régularité et la patience. Les auteurs expliquent que le temps est l'allié le plus puissant de l'investisseur. Placer régulièrement de petites sommes dans différents supports, laisser le capital croître et profiter des intérêts composés crée un effet boule de neige. Un exemple concret, investir 200 € par mois dans un ETF diversifié pendant 20 ans peut aboutir à un capital bien supérieur à un investissement unique initialement plus important. Le message clé est clair. Comprendre les différents supports d'investissement, adapter ses placements à ses objectifs et diversifier intelligemment constitue la pierre angulaire d'une stratégie financière réussie. Ce chapitre transforme la théorie en action concrète, en montrant comment passer de l'idée abstraite d'investir à des choix précis et adaptés à sa vie. Chapitre 5. Le 5e chapitre se concentre sur l'importance de la diversification et de l'investissement progressif. Les auteurs rappellent qu'aucun placement n'est sûr à 100% et que même les marchés les plus stables connaissent des fluctuations. Investir progressivement et répartir son argent sur plusieurs supports permet de réduire les risques et de protéger son capital.
Cette idée simple mais fondamentale constitue le cœur de toute stratégie durable. Ils expliquent que la diversification ne signifie pas seulement investir dans différentes actions ou fonds. Il s'agit aussi de répartir ses placements entre différentes classes d'actifs, actions, obligations, immobilier, liquidités et parfois produits alternatifs comme l'or. Un exemple concret, Claire, jeune salariée, décide d'investir 500 € par mois. Elle place 200 € dans un ETF diversifié en bourse, 150 € dans un livret sécurisé pour son épargne de précaution et 150 € dans un petit investissement immobilier via une SCPI. Cette répartition lui permet de combiner croissance, sécurité et revenus complémentaires. Les auteurs insistent également sur l'investissement progressif dans le temps, souvent appelé dollar cost averaging. Plutôt que de placer une grosse somme d'un coup, il est plus prudent de lisser ses achats pour éviter d'investir au mauvais moment. Il donne l'exemple de Maxime, qui place chaque mois 300 € dans un fonds indiciel. Certains mois, les marchés sont hauts, d'autres bas, mais à long terme, la moyenne réduit le risque et permet de bénéficier de la croissance du marché sans subir les pics ou les creux. Le chapitre souligne aussi l'importance de comprendre son profil d'investisseur. Chacun a une tolérance aux risques différentes et des horizons temporels différents. Les auteurs recommandent de se poser des questions simples. Suis-je capable de supporter une baisse temporaire de mon capital? Mon objectif est-il à court ou long terme? Ces réponses orientent les choix de placement et la répartition du capital. Comme le dit Benjamin Graham, l'investissement intelligent consiste à être patient et discipliné, pas à courir après les rendements spectaculaires. Ils mettent l'accent sur la cohérence de la stratégie plutôt que sur la recherche du rendement maximal. Les exemples concrets abondent. Un investisseur trop concentré sur une seule action peut voir son capital fortement fluctuer, tandis qu'un portefeuille diversifié subit moins de secousses et permet de dormir tranquille. Les auteurs montrent que la régularité et la discipline l'emportent toujours sur les décisions impulsives ou les tentatives de timing du marché. Enfin, ce chapitre rappelle que l'investissement est un processus sur le long terme. Même des sommes modestes, si elles sont investies régulièrement et optimisées correctement, peuvent se transformer en patrimoine significatif sur le long terme. Comme le rappellent les auteurs, investir n'est pas un sprint, mais un marathon. Warren Buffett est cité « Le temps est l'allié de l'investisseur patient ». Cette idée résume parfaitement la philosophie du livre. La discipline, la régularité et la stratégie à long terme surpassent toujours les décisions impulsives ou les placements à court terme. Ce dernier chapitre transforme la théorie en actions concrètes. Automatiser, optimiser et suivre ses placements de manière intelligente permet de construire un patrimoine solide, sécuriser ses projets et atteindre ses objectifs financiers avec sérénité. Il boucle ainsi la méthode en 6 étapes du livre, offrant au lecteur une feuille de route complète, claire et applicable. Chapitre 6. Le 6e chapitre aborde la phase finale de la méthode. Optimiser et automatiser ses investissements pour maximiser leurs effets à long terme. Les auteurs rappellent que la constance et la discipline sont plus puissantes que la recherche de gains spectaculaires. Même avec une stratégie bien pensée, il est facile de perdre du temps et de l'énergie à gérer ses placements de manière manuelle ou impulsive. Automatiser certaines étapes permet de rester fidèle à ses objectifs sans subir le stress quotidien des marchés. Ils expliquent que l'automatisation commence par l'épargne régulière. Programmes de virements automatiques vers des comptes épargne, ETF ou assurance-vie garantissent que l'argent est investi systématiquement, mois après mois, sans nécessité de décisions répétitives. Un exemple concret, Léa programme 300 € par mois vers un ETF diversifié et 200 € vers un livret de précaution. Cette régularité crée une discipline financière qui fait croître son capital sans effort conscient, tout en minimisant les risques liés aux fluctuations ponctuelles des marchés.
Le chapitre insiste aussi sur l'optimisation des frais. Les auteurs expliquent que les frais invisibles peuvent grignoter une part importante des rendements sur le long terme. Choisir des supports à faible coût, comparer les offres d'assurance vie ou de courtage et éviter les placements trop complexes est un levier simple mais efficace pour améliorer ses performances. Il donne l'exemple de Julien, qui choisit un ETF à 0,2% de frais annuels au lieu d'un fonds classique à 2%. À long terme, la différence représente plusieurs milliers d'euros de gains supplémentaires. Un autre point clé est l'optimisation fiscale. Les auteurs montrent que connaître les avantages fiscaux de certains placements peut considérablement améliorer le rendement net. Le PEA, l'assurance vie ou le compte-titres, chacun avec ses règles spécifiques, permet de réduire l'impôt sur les gains et de réinvestir davantage. L'exemple concret, investir 1 000 € sur un PEA chaque année peut générer un capital plus élevé qu'un investissement identique sur un compte classique, grâce à la défiscalisation des plus-values à long terme. Le chapitre explore également l'idée de revoir périodiquement sa stratégie. Même si l'investissement automatisé réduit le stress et les décisions impulsives, il est essentiel de suivre l'évolution des placements et de rééquilibrer le portefeuille si nécessaire. Une approche proactive mais mesurée permet d'adapter son capital aux changements de marché ou de situation personnelle sans paniquer. Les auteurs illustrent cela avec l'exemple d'un couple qui, après quelques années, ajuste la proportion de leurs investissements en bourse et en immobilier pour correspondre à leurs nouveaux objectifs, préparer l'éducation des enfants tout en continuant la retraite anticipée. Enfin, le chapitre conclut sur le principe de la patience et des intérêts composés. Même des sommes modestes, si elles sont investies régulièrement et optimisées correctement, peuvent se transformer en patrimoine significatif sur le long terme. Comme le rappellent les auteurs, investir n'est pas un sprint, mais un marathon. Warren Buffett est cité « Le temps est l'allié de l'investisseur patient ». Cette idée résume parfaitement la philosophie du livre. La discipline, la régularité et la stratégie à long terme surpassent toujours les décisions impulsives ou les placements à court terme. Ce dernier chapitre transforme la théorie en actions concrètes. Automatiser, optimiser et suivre ses placements de manière intelligente permet de construire un patrimoine solide, sécuriser ses projets et atteindre ses objectifs financiers avec sérénité. Il boucle ainsi la méthode en 6 étapes du livre, offrant au lecteur une feuille de route complète, claire et applicable. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille vraiment de lire le livre et de commencer petit dès aujourd'hui. Alors dis-moi en commentaire, quel est votre objectif financier principal? Liberté, retraite anticipée, achat immobilier?